Les vendredis soirs à la Maison de la Méditation, les portes sont grandes ouvertes et nous avons le plaisir de recevoir des personnalités de différents horizons, que ce soit des personnalités politiques qui font un travail sociologique, un travail d'histoire, des historiennes, des préhistoriennes même parfois, des thérapeutes, des philosophes. Et ça nous permet effectivement de voir comment faire dialoguer la méditation avec ces différentes disciplines et comment ça les éclaire, comment elles s'éclairent l'une l'autre, comment on peut élargir notre vision du monde qui nous entoure. Et ce soir, nous avons le grand plaisir de recevoir Audrey Fella. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Audrey Fella, vous êtes historienne, essayiste, journaliste, auteur de nombreux ouvrages, dont le Dictionnaire des femmes mystiques, qui retrace, j'imagine, je ne l'ai pas lu, mais l'histoire des femmes mystiques de Mélusine à Hildegarde de Bingen. Et ce soir, et au-delà, jusqu'aux femmes contemporaines. Merci pour la précision. Et ce soir, vous allez nous parler de femmes chamanes que j'ai lues et que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, un livre extrêmement riche autour duquel on va discuter ce soir. Mais d'abord, j'aimerais bien que vous nous disiez, si vous en êtes d'accord, Audrey, ce qui vous a amené dans votre vie, dans votre parcours, à vous intéresser au chamanisme. Oui, alors en fait, bien évidemment, pour ma part en tout cas, je ne suis pas arrivée à ce sujet par hasard. Je pense même que c'est qu'il me guettait, il attendait peut-être que je sois plus, mûre sur mon chemin pour venir me rencontrer. Très brièvement, pour qu'on comprenne un petit peu le chemin dans lequel je m'inscris, d'aussi loin que je me souvienne, dans l'enfance, j'ai toujours eu une certaine... sensibilité, on pourrait l'appeler spirituelle, je pourrais aussi dire mystique, voilà. Mais quand on est enfant, on ne le qualifie pas. Pour moi, c'était une sensation d'une présence simple au monde, d'une conscience qui était ouverte, qui n'était pas encore, transformée ou déformée plutôt par les jugements, tout ce que l'éducation, tout ce que la société allait m'inculquer et pour poser ce voile et me transformer. Donc ça a toujours été là. Ensuite, dans mon chemin, que je ne vais pas raconter parce que ce serait un peu long, puis ce n'est pas le sujet, je me suis plus ou moins éloignée de cette sensibilité. Simplement, par exemple, à l'adolescence, j'ai construit mon identité, donc j'étais plus axée sur l'extérieur, la société, toutes ces projections, et c'était nécessaire. Voilà. Et à un moment donné, je me suis vraiment posé la question de qu'est-ce que c'était être une femme, puisque c'est ce à quoi je me destinais d'être. Voilà, donc là, je me suis intéressée aux femmes spirituelles, aux femmes mystiques, bien évidemment à leur spiritualité, parce que je sentais qu'il y avait cette dimension chez moi importante. La société n'en parlait pas beaucoup. Il y a encore 20-30 ans, c'était encore un sujet encore un peu plus tabou en France qu'aujourd'hui, beaucoup moins. Ça se désenclave et encore, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais à l'époque, ce n'était pas quelque chose qu'on disait comme ça avec tout le monde. Ce n'était pas si ouvert. Donc voilà, moi j'ai eu besoin de trouver des repères et donc je suis allée m'intéresser donc au départ les mythes et les légendes à travers Mélusine. Ensuite Hildegarde de Bingen, donc étaient des anciennes qui me parlaient parce que au-delà des siècles qui nous séparent, je sentais quelque chose de commun avec cette femme. En tout cas, elle m'inspirait, elle m'inspire encore. Et puis après, je suis allée vers les femmes mystiques. Donc comme on disait, vous avez dit de Mélusine. Mélusine, c'est pas une femme mystique, mais vraiment, je suis partie des femmes un peu dans l'Antiquité. Mais véritablement, on commence au Xe siècle jusqu'à maintenant. Voilà. Je me suis toujours intéressée à la spiritualité des femmes chez les peuples premiers. Depuis que je me suis intéressée à la spiritualité chez les femmes, parce qu'elles avaient une capacité à mettre le corps avant le mental, à vraiment privilégier l'intuition sur la raison, et elles nous invitaient aussi à sentir avant de penser. Alors non pas que ces choses-là ne sont pas du tout, contradictoires, mais je sentais que moi j'étais plus du côté intellectuel, j'étais plus du côté de la raison, et j'avais besoin de revenir vers cet autre pôle pour finalement les faire danser ensemble et les unifier, finalement.
Donc voilà, c'est ce qui m'a vraiment poussée à aller vers le chamanisme, hein, parce que quand on s'intéresse au peuple premier, à un moment donné, bien évidemment, on va vers le chamanisme. Donc j'ai lu bien évidemment les livres de Corinne Sombrin, bien avant aussi que le sujet soit à la mode, au tout début où elle commençait à témoigner de ça. Ça m'avait vraiment passionnée. Et puis j'avais abordé dans tous ces livres un sujet qu'on appelle aujourd'hui, je vais mettre entre guillemets, le féminin sacré. Alors j'avais pendant tout ce long chemin d'historienne et d'approche intellectuelle établi des tas de définitions extraordinaires sur le féminin sacré, toutes plus ou moins très très intellectuelles, et puis bon, parfois c'était pas très clair. Et là, j'avais vraiment envie d'aller vivre le féminin sacré, on va dire, dans mon corps, dans mes cellules. Je voulais vraiment en faire l'expérience, voilà. Sentir ce que c'était et non plus le penser, comprendre ce que c'était en fait dans ma chair, on va dire. Voilà. Oui, c'est ce qui est remarquable dans le livre, c'est que vous y menez donc une enquête poussée auprès de différentes femmes chamanes. Et vous faites l'expérience à chaque fois de ce qu'elles enseignent. C'est-à-dire que soit vous suivez directement un enseignement auprès d'elles, vous suivez les rituels, soit en amont de leur interview, puisque vous allez toutes les interviewer les unes après les autres, vous suivez des rituels à partir de leurs livres. Donc il y a une vraie expérience personnelle. Au-delà du travail de journaliste, vous avez vraiment à chaque fois plongé dans leur manière d'enseigner le chamanisme ou de transmettre ce qu'elles ont reçu. Tout à fait. J'ai rencontré pour faire ce livre donc 6 femmes, on peut peut-être les nommer pour ceux qui n'auraient pas lu le livre. Donc il y a Maud Séjournant, Lorenza Garcia, Claire Barré, Myriam Beaugendre, Brigitte Pietzacre et Sandra Ingerman. Voilà. Donc elles ont toutes été initiées par des chamanes ou des femmes médecines, on va dire de chamanisme ancestraux en fait. Hein, voilà. Et ce sont des femmes occidentales qui aujourd'hui proposent des rituels, des cérémonies, des stages, enfin tout un tas de choses pour pouvoir le pratiquer et éventuellement avancer dans sa vie en fait. Hein, on peut le dire comme ça. Et déjà effectivement, moi grâce à ce livre, j'ai découvert la vivacité de ce chamanisme au féminin. Alors je ne sais pas si on peut parler d'un... Est-ce qu'il existe un chamanisme féminin? Vous allez peut-être nous aider à y répondre. Non seulement féminin, mais effectivement occidental et très contemporain. Donc on n'est pas du tout dans quelque chose, même si c'est rattaché évidemment au peuple premier et que ce sont des traditions qui viennent de loin, on est vraiment en train de parler de rituels et d'enseignements très vivants, très actuels. Ça, c'est un peu enfin, ça a été pour moi une surprise, je connaissais peu la question et en plus le côté occidental. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de femmes occidentales qui étaient détentrices. De ce savoir, hein, enfin, en tout cas qui se... disons que c'est important de dire que le chamanisme, bon, ces femmes occidentales que j'ai citées, elles ont été initiées dans ces traditions anciennes, mais c'est vrai que finalement, elles ont aussi retouché à travers ces traditions un savoir finalement qui est aussi occidental. Hein. On a au sein de notre propre... enfin, en Europe, hein, une tradition, on peut la qualifier de chamanique, mais bon, qu'on attribue aujourd'hui à des femmes qui détenaient le savoir, alors on va les appeler aussi les sorcières, là aussi que je mets entre guillemets, parce que pour moi c'est un mot qu'on utilise un petit peu facilement à tort et à travers, et bon voilà, chacun a un peu sa définition, mais c'était aussi ces femmes savantes qui détenaient une connaissance et qui ont été à un moment donné mis au banc de la société hein, par le christianisme qui ne supportait pas qu'elles puissent aussi, à travers ce savoir, obtenir finalement un pouvoir, et il fallait bien en faire quelque chose et réguler hein, ce pouvoir. Donc elles ont été appelées sorcières, voilà. Donc c'est un savoir qu'on a chez nous et je pense qu'au fond, alors ces traditions sont toutes différentes, elles ont des rituels et des cérémonies bien à elles qui conduisent vers soit un état de libération, soit un état de fusion, enfin qui vont faire vivre des expériences différentes. On ne peut pas les assimiler. En revanche, quand on fait l'expérience dans son corps, on touche bien à quelque chose d'universel. Et je pense que c'est ça qu'elles ont retrouvé. Voilà. Et c'est pour ça que c'est pas les femmes que j'ai interviewées, j'avais très à cœur que ce ne soient pas des femmes qui jouent à la chamane, hein, comme on dit, parce qu'aujourd'hui, bon, il y a aussi chamanisme et chamanisme pratiquant. Et donc, il y a véritablement ceux qui sont donc enseignés dans ces traditions et qui font un travail de transformation. Ça, c'était vraiment le critère de choix de ces femmes. L'idée, c'était qu'elles aient quand même cheminé un petit peu et que ça a été
ça a été transformateur dans leur vie. Voilà. Que ce n'est pas quelque chose qu'elles aient consommé pour vendre après un joli stage. Voilà. Et je fais bien la différence entre les deux parce que le chamanisme, c'est pas, on ne rentre pas, pour moi, dans le développement personnel. Je dirais plutôt c'est le développement impersonnel. C'est pas de l'ordre du bien-être, tout simplement parce que ça vous confronte à vos limites. Voilà, donc c'est l'inconfort total. Je n'ai pas cité à travers les femmes que j'ai citées, mais ce que j'avais fait, par exemple, je pourrais citer, j'ai fait notamment une diète de rose avec Myriam Beaugendre, qui est une psychologue clinicienne également qui est chamane et qui a, développé les diètes en France et au Pérou autour de plantes selon les principes du chamanisme amazonien. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, brièvement, vous vous retrouvez dans la nature, vous jeûnez, vous arrêtez de manger de la viande, sel, sucre, café, thé, plus de portable, pas de sexualité bien évidemment, vous ne parlez avec personne, hein, vous êtes isolé et vous diétez une plante. Bon là en l'occurrence c'était la rose. Ça vous emmène, je suis partie 5 jours, je me suis dit bon 5 jours... Bon, je n'étais pas très inquiète. Au bout de 3 jours, vous êtes dans un nettoyage profond du corps et à la fois du psychique et à la fois du mental. Donc je rêvais beaucoup, j'ai quasiment pas dormi et au bout de 3 jours, j'étais dans un état pas possible. Enfin, tout ça pour dire que c'était vraiment un nettoyage en profondeur. Et moi, j'étais partie en me disant « Oh, je vais me reposer un peu ». C'était pas du tout reposant. Vous êtes en travail et c'est bien le principe de ce qui était proposé, voilà, d'aller de poser une problématique et d'aller travailler sur quelque chose et de vous donner ce temps de le regarder et d'arrêter de courir et de vous poser pour le regarder et bien évidemment pour comprendre quelque chose. Peut-être guérir, mais pas à tous les coups. Disons que je précise ça parce que bien sûr on peut guérir, mais guérir c'est un processus. Voilà. Et est-ce que l'idée c'est vraiment de guérir, c'est tout le thème que j'ai développé avec Myriam dans son interview. Pourquoi guérir ? Pourquoi justement se priver de l'or qu'on peut retirer de cette expérience, voilà. Donc guérir, ça voudrait dire que c'est harmonieux, que ça y est, il n'y a plus rien à faire. Moi, je pense que les blessures, elles fleurissent plutôt qu'elles guérissent. Voilà, il y a quelque chose à créer avec ça. Voilà. Enfin, c'est un grand débat qu'on pourra reprendre peut-être dans une autre question. Peut-être vous voulez que je vous ai mis une rose. Mais oui, alors voilà. Non. Mais quand vous avez diété la rose, elle est partout. Faut que vous le sachiez. Ça ne vous dérange pas? Ah non, elle est tout à fait à sa place. Vous l'avez diétée, vous la prenez, vous prenez comment c'est de la décoction? Sous forme de décoction. Donc, bien évidemment, la rose qu'on diète en France n'est absolument pas psychotrope. C'était des roses anciennes qui étaient mis dans l'eau la veille et donc on en buvait simplement le breuvage. Et on travaillait aussi avec huile essentielle de rose. Voilà. Et là, à travers des rituels, des méditations, des temps. Et après, on repartait seul dans notre petite cabane dans la nature. Et puis, on se mettait en état de disponibilité pour éventuellement recevoir quelque chose. Voilà, éventuellement recevoir quelque chose. En général, on reçoit quelque chose. J'ai beaucoup aimé ce passage où vous décrivez ce rituel de la rose, cette diète de la rose, ce voyage à travers la rose. On n'imagine pas à quel point ça peut être puissant. Enfin, effectivement, c'est une découverte. Oui. Et c'est ce qui est frappant d'ailleurs dans tous les interviews que vous menez, que vous nous offrez dans ce livre, c'est qu'on y découvre qu'un chamanisme pas tant, ou peut-être même pas du tout, voyage transcendantal, trip, sortie de corps, etc. Ça peut arriver, mais enfin ça c'est l'image un peu grossière qu'on en a. Et vous insistez beaucoup sur le fait que plutôt qu'un voyage transcendantal, il s'agit vraiment d'une expérience corporelle. Vous l'avez dit tout à l'heure, ce qui vous a attiré, vous vous sentiez peut-être un peu dans le mental, un peu intellectuel, on l'est tous en fait, on est vraiment dans un monde quand même qui a mis le mental, la raison et l'intelligence intellectuelle au-dessus de tout. C'est vraiment ça prévaut sur toutes les sensations physiques. Et là, vous renversez le paradigme, si je puis dire, en nous montrant à chaque fois que le chamanisme est vraiment une expression corporelle, une épreuve, une expérience corporelle.
Et c'est et elles le disent toutes, vous interviewez à leur manière, mais ça revient à chaque fois. C'est très intéressant. Oui, oui. C'est vrai que le chamanisme, en tout cas ce qu'elles ont proposé, l'expérience que j'ai pu faire, c'était vraiment de revenir dans mon corps et de me mettre à son écoute, de sentir et de comprendre quelque chose à travers lui. En tout cas, de me relier avec la connaissance dont il est détenteur. En fait, parce que finalement, c'est un livre de chair ouverte dont on est totalement privé pour la raison que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire que dans nos sociétés, c'est vraiment le mental qui est véritablement suscité. Et puis, tous nos sens, c'est une société qui en permanence vient nous chercher, capter nos sens. Donc, on est capté en permanence à l'extérieur. Donc, ok, oui, pour vivre, il faut ça, mais on est dans nos sociétés totalement privés de ce retour à l'intérieur de soi, de cette intériorité. Et là, c'est vrai que c'est tout ce travail pour revenir à l'intérieur. Alors, je pourrais peut-être, pour que ça soit plus parlant, parler de l'expérience que j'ai pu en faire, puisque je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'une expérience à partager, de justement ce que j'ai ressenti qui était le féminin, en fait, puisque c'était toute ma quête, voilà, je me disais le féminin, bon. Et c'était pas pour rien que j'étais en quête, parce que je pense que lui est venu me trouver. Donc, le féminin sacré, cette très belle expression qui est très à la mode, très marketée aujourd'hui, on en dit tout ce qu'on veut. C'est important de dire que, déjà, sacré, à un moment donné, sur le chemin spirituel, quand on chemine, tout est sacré. Il n'y a plus le profane et le sacré d'un côté. Le sacré a recouvert. En fait, tout est sacré. Faire à manger, lire un livre, élever un enfant, aller à la messe, prier, méditer, que ce soit un acte rituel ou pas, c'est sacré. S'adresser à l'autre, cet instant est sacré, on peut le rendre sacré. Le féminin, pour moi, donc, c'est une expérience, avant tout. Ce n'est pas une belle définition, c'est une expérience. C'est l'expérience de revenir dans son intériorité, de patienter, de faire le vide, tenter de faire le vide, on va dire ça comme ça, de se mettre à l'écoute de soi. En tout cas, moi, c'est l'expérience que j'en ai faite, quoi. Mettre à l'écoute de moi-même, et puis, bien évidemment, toutes ces pensées qui se mettent à défiler quand vous vous posez, c'est la première chose qui arrive. Je pense que tous ceux qui ont pratiqué un peu la méditation le savent. Il suffit qu'on se pose pour que là, il y a tout qui arrive, les courses à faire, le rendez-vous d'après, d'avant, enfin, c'est, voilà. Là, l'idée, c'est d'insister un petit peu, quoi, et d'essayer de se mettre à l'écoute de ce qui est derrière, ces pensées, laisser les pensées, mais se mettre à l'écoute de ce qui est derrière. Derrière, moi, j'ai trouvé, j'ai entendu un silence, j'ai senti une qualité de silence. Moi, je l'ai senti en termes de présence. On peut l'appeler l'être, on peut l'appeler le soi. Dans la tradition cheyenne, on a un très joli mot pour dire ce qu'on a à l'intérieur, ce qui vit en nous. Les cheyennes appellent ça l'orenda, avec un L apostrophe orenda. Et ça signifie la flamme divine à l'intérieur de nous. Voilà. Donc voilà, moi j'ai fait cette expérience-là, et l'idée c'était, je l'ai compris, c'était de me relier à cette présence et à un moment donné de m'unifier à elle, pour que ma vie soit totalement unifiée à cette présence. Alors bien sûr, comme je disais, les pensées défilent à ce moment-là. Les pensées, elles sont souvent basées sur le passé qui n'existe plus du tout et sur le futur qui n'existe pas. On est très rarement au présent et bien évidemment, souvent, ça charrie nos blessures. Et c'est vrai que de revenir dans son intériorité, ça permet, puisqu'on est dans cet espace de sérénité et de paix qui se diffuse, ça permet aussi de voir ces blessures, d'accepter de les voir, parce que des fois, ça fait mal, donc on ne peut pas les voir. Mais là, c'est vraiment les regarder, éventuellement les accepter et éventuellement commencer à pardonner peut-être à ceux qui ont inculqué ces blessures et surtout à pardonner à soi-même, d'avoir permis ces blessures, c'est très important. Et là va commencer un processus de guérison. Ça n'arrive pas en une seconde. La grâce peut vous tomber dessus, bien évidemment, mais ça ne s'instrumentalise pas. Voilà. Donc, il y a aussi une chose très importante pour dire sur le féminin, que je tiens à dire aussi, c'est qu'on ne peut pas parler de féminin sans parler de masculin. Dans la nature, dans la création, tout est l'alliance du principe féminin qui est du côté de l'être, puisque quand on se pose, on est vraiment du côté de l'être, on revient à ça, et du principe masculin qui est du côté de l'action, du faire. Et c'est ça qui crée
qui crée notre vie ou qui crée le monde dans lequel nous sommes. Voilà. Donc, et c'est valable pour tous les projets matériels ou immatériels. Donc ce féminin, c'est une expérience qui est reliée à une énergie de guérison, de transformation et de création. Voilà, c'est un peu tout ça. Voilà. Je pensais que c'était important de dire ça parce que ça pose, on peut comprendre à travers ça. Vous dites, à un moment donné, vous écrivez dans votre livre, le féminin présent chez la femme comme chez l'homme est d'abord une expérience de l'être. Parce que c'est effectivement, quand on parle de féminin et de féminin sacré, nul n'est exclu. Absolument, merci de l'avoir précisé. Le féminin n'est pas l'apanage des femmes, c'est l'apanage ça appartient à tous les êtres humains et bien heureusement, nous sommes faits tissés de féminin et de masculin, comme l'entière création en fait. Voilà. Et ce qu'on sent d'ailleurs plus facilement chez les peuples premiers et sur ce qu'on en connaît, qui sont beaucoup moins complexés par rapport à ça, qui a moins de problèmes avec ça que peut-être l'homme avec un grand H moderne. Pour reprendre aussi une très belle phrase de Myriam Beaugendre que vous citez dans le livre, la grande découverte du chamanisme a été, dit Myriam Beaugendre, de pouvoir prier avec mon corps. Je reviens au corps parce que c'est vraiment, d'abord pour nous qui méditons, qui pratiquons la méditation, c'est important. Là aussi sur la méditation, on peut tout à fait imaginer que c'est une activité... si ce n'est intellectuel, en tout cas cérébral, en tout cas, voilà, on va se faire, voilà, on va partir en voyage ou je ne sais quoi. Et encore une fois, je trouve que, et chacune de vos interviewées insiste sur la prier avec son corps. Oui, oui, oui. Oui, c'est vraiment très beau voilà, c'est vraiment toujours ce mouvement de quitter le mental et de revenir dans le corps. Alors l'idée, c'est pas que le corps soit, enfin, dans notre société, c'est le mental qui gouverne le corps. Bon, l'idée, c'est pas que le corps il gouverne aussi tout le mental. Hein. C'est que ça fonctionne en unité, en harmonie et que ça danse. Hein. Bon, moi, je rajouterais corps, âme, esprit. Hein, voilà, parce qu'il y a aussi cet aspect-là. Donc tout ça doit jouer ensemble et créer ensemble. Hein, voilà. Bien évidemment, peut-être qu'à un moment donné, l'un va prendre le dessus, mais c'est une danse, il faut que ce soit un mouvement, il faut que ça reste fluide. Voilà, il ne faut pas s'agripper ou rester, voilà, sinon on se coupe de son corps. Son corps, c'est véritablement, pour moi, c'est le temple. Voilà, véritablement le temple de l'âme, de l'esprit, de cette connaissance qui est vraiment pour moi dans la chair. Alors c'est formidable parce que là, pareil, on est tous égaux face à ça. C'est dans notre corps. C'est cette magie en fait qu'on a reçue, cet aspect spirituel hein, que nous sommes. Et à travers lui, on peut bien évidemment capter la subtilité de quelque chose d'autre hein, qui est là et qui est, pour moi, pour que ce soit peut-être plus clair, il y a le monde des apparences, le monde visible, mais tout ça est régi par des énergies qui sont derrière. Voilà. Alors c'est très intéressant parce que quand on capte ce monde subtil d'énergie derrière, on est moins pris dans les apparences, donc on est moins pris à réagir à ces apparences et on peut commencer à créer quelque chose d'autre et éventuellement quelque chose de nouveau. Voilà, je dis toujours, puisqu'aujourd'hui la grande idée, la grande idéologie, c'est le nouveau monde, changer le monde, etc. On ne changera pas le monde si on part que de l'extérieur, mais c'est d'abord en nous changeant clairement nous-mêmes. Et déjà de changer cette part que nous sommes, hein, très humblement. Voilà, on ne va pas changer le monde, ça y est, avec nos beaux projets, etc. Bien évidemment que c'est important d'avoir des projets et de les concrétiser. Mais c'est important aussi de savoir d'où ils partent. Est-ce qu'ils partent de mon mental, avec ma volonté ? Comme à ce moment-là, c'est l'ego qui veut peut-être se prouver quelque chose. Qu'est-ce que ça peut avoir comme résultat ? Bon, à voir. Ou est-ce que c'est quelque chose de plus subtil en moi, qui est vraiment en accord ? Et quelle est l'énergie que je vais envoyer dans cet acte ? Je dis ça aussi parce que je crois qu'on peut autant changer le monde en étant assis comme on l'est là, en étant dans l'être, que véritablement aussi dans l'action, dans un projet, par exemple, humanitaire, etc. Pour moi, il n'y a pas de hiérarchie, ce n'est pas l'un au-dessus de l'autre. Hein, voilà. Ça peut changer beaucoup de choses. Parce que quand vous êtes dans l'être et que vous cultivez ça, par efficience, par rayonnance, parce que tout ça est vibratoire, à un moment donné, forcément, l'autre, les autres, ceux que vous allez côtoyer, vont recevoir quelque chose de ce silence intérieur, de cette paix intérieure. Voilà. Et ça, c'est effectif et c'est très puissant, beaucoup plus puissant qu'on ne peut l'imaginer.
Oui, puisque vous montrez, Audrey Fella, très bien aussi à travers ces différentes interviews, c'est que chacune de ces femmes chamanes, par sa tradition chamanique, est complètement reliée au vivant. Donc tout est vivant, donc il y a un véritable respect du vivant qui est vraiment ancré, qui est sensible. Bon, donc le vivant au sens large, donc on va commencer par la terre, bien sûr, et tout ce qui la peuple. Et il y a donc, vous nous montrez donc une articulation très logique et très belle entre chamanisme et écologie. Tout à fait. Alors c'est plus qu'une articulation, en fait, comme vous venez de l'utiliser, c'est le monde vivant, en fait. Hein, voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, pour les chamans, il n'y a pas la civilisation, la société, puis la nature. Hein. En fait, on est la nature. On fait partie d'elle, on est complètement reliés. Hein. On est la nature, vous êtes la nature, je suis la nature. Et sous cette estrade est la nature, et en dessous, si on va creuser très loin, on revient à la terre. Donc on bénéficie aussi de ces énergies, terrestres qui sont là. Alors on est coupé, il y a le bitume entre ça et nous, mais quand même. Mais elle est là aussi. Hein. Donc en fait, elle est partout, la nature. Depuis que j'ai lu votre livre, j'y pense. Je suis urbaine et je me disais, bon, il faut que j'aille à la campagne de temps en temps pour sentir la nature. Et grâce à votre livre, je sais qu'elle est là aussi en dessous, sous les pavés, la nature, et sous le bitume, la nature. C'est Sandra Ingerman qui insiste beaucoup là-dessus parce que bien évidemment elle a travaillé avec beaucoup de gens qui vivaient dans les villes, voilà, qui avaient la possibilité d'en sortir mais peut-être pas toujours comme ils le souhaitaient, et donc elle nous rappelait en permanence de nous relier aux énergies des lieux. Voilà. Mais c'est vrai que si on se concentre sur les énergies des lieux, eh bien, il y a tout. La nature est là également. C'est à nous peut-être d'aller la chercher et là aussi comment dire, faire attention aux apparences qui nous coupent un petit peu, hein, parce que c'est un concept aussi mental, les apparences, on répond à ça. Voilà, pour comprendre que voilà, il y a aussi, les éléments sont là en fait. Donc on peut aussi les utiliser où qu'on soit. C'est très important. Et puisque vous parliez d'un nouveau monde ou d'un monde à changer, ce rapport à l'écologie, est-ce que vous pourriez nous en parler Enfin, c'est moi qui le traduis comme ça, mais je pense que c'est dit des dizaines de fois dans votre livre aussi, mais ce respect de la nature qui nous ouvre à l'écologie. Bien sûr. Pour les chamans, il n'y a pas de... donc il y a 4 règnes. C'est le règne donc minéral, végétal, animal et humain. Voilà. Il n'y a absolument pas... ce sont 4 règnes égaux, en fait. Aucun n'est supérieur à un autre. Contrairement, c'est Maud Séjournant, justement, qui parle de ça dans son entretien. C'est très intéressant. Elle dit que chez les Occidentaux, à partir de la période environ de l'humanisme, on a mis l'humain au-dessus de tout. Voilà, hein, d'ailleurs on a même enlevé Dieu, comme ça nous arrangeait aussi, et on l'a mis véritablement au centre du monde, voilà, créateur de ça, voilà. Et on a commencé à désacraliser d'ailleurs après ça. Donc pour elle, elle explique qu'en faisant ça, on a déséquilibré quelque chose, que l'homme a voulu rentrer dans le contrôle de cette nature, l'exploiter à outrance. On voit aujourd'hui les résultats que ça peut donner et où ça va nous mener. Et donc, bien évidemment, pour les chamans, c'est de revenir à cette humilité, parce qu'en fait, c'est l'humilité et le respect des différents règnes. Alors, saigne, c'est un joli mot, parce qu'en effet, je pense que la terre pleure et saigne, c'est intéressant, pour véritablement rétablir cet équilibre, qui est en fait la définition du mot écologie. En fait, voilà. Alors, maintenant, ça, là aussi, c'est un débat à part entière, ça pourrait être presque un thème de soirée. Est-ce qu'on va réussir à rétablir cet équilibre qu'on a tellement désharmonisé ? Je ne sais pas. Là, je suis comme tout le monde un peu dans l'expectative, surtout qu'il va falloir que les gouvernements se mettent vraiment d'accord sur ce qu'ils veulent faire. Donc, voilà. Bon, là, ça nous emmènerait plus vers quelque chose de politique. Peut-être que déjà, on peut... y penser, y travailler à notre niveau et déjà, là aussi, comme je le disais tout à l'heure, travailler nous-mêmes à ce respect déjà de nous-mêmes, hein, parce que ça a l'air évident comme ça, oui, peut-être qu'on s'aime bien, qu'on se supporte, etc. Mais finalement, peut-être que les plus grandes blessures viennent du fait qu'on ne se connaît pas, on ne s'aime pas. C'est Christiane Singer qui a beaucoup travaillé comme ça sur la psychologie et qui disait cette phrase, qui m'avait beaucoup touchée, qui disait que la haine de soi-même était la chose la plus répandue qu'elle avait rencontrée. Hein, voilà. Donc, est-ce que mes blessures viennent des autres ou est-ce que ça vient du fait que moi, où j'en suis avec l'amour de moi-même, voilà. Pas l'amour égotique, mais cet amour qui peut
à un moment donné nous visiter, nous traverser, justement quand on commence à être en silence intérieur. Voilà. Donc qui est finalement l'énergie de la création qui peut véritablement nous traverser. Voilà. Donc, pour faire le pont avec les chamans, c'est pas que les chamans ils ont une vision écologique, c'est que eux ils ont toujours, enfin ils vivent comme ça. Ce sont des traditions qui sont de toute façon nées dans ces anciennes sociétés, qui étaient de toute façon complètement corrélées avec la nature. Ils n'avaient pas le choix, c'était leur survie. Qui ont développé une spiritualité qui était reliée aux éléments, à la terre, dans ce respect-là, parce que de toute façon ils devaient bien faire avec. Et aujourd'hui, bon voilà, les sociétés occidentales, bon on est maintenant comment dire, plus avancé dans l'histoire, dans le progrès. Et donc, voilà, il faudra... L'écologie, c'est un concept occidental, finalement. Oui. Oui, bien sûr, mais c'est d'autant plus formidable qu'il y ait autant de femmes chamanes sérieuses qui font un vrai travail et qui sauvegardent aussi ces traditions, parce que du côté des peuples premiers, on les a quand même bien Tout à fait. Bien embêtés et bien spoliés. Donc, il y a comme une résurrection, une forme de... Voilà, et je pense que c'est très précieux aussi. Vous pensez que les chamans ont au moins ce problème de haine de soi-même que vous évoquiez? Parce que c'est vrai que c'est un mal occidental très, très répandu. Oui. Alors, est-ce que les chamans... Alors, je ne pense pas que je puisse généraliser ce que vivent les chamans. Parce que bon, il y a les chamans. Alors, c'est très important, et ça aussi, c'est une question qu'avait soulevée Myriam Beaugendre. Il faut absolument sortir de l'idéalisation de ce qu'est un chaman aussi. Myriam, elle a été donc initiée dans le chamanisme amazonien. Elle a fait plusieurs voyages là-bas. Elle a diété l'ayahuasca. Hein. Bon, c'est tout un chemin qu'elle a fait par rapport à un problème de cœur, etc. Elle n'avait plus de solution pour se soigner, donc elle est allée essayer ça. Et puis il se trouve qu'elle a guéri et qu'après elle a fait quelque chose avec ça. Elle a été initiée donc par des chamans péruviens. Et elle me racontait que les chamans ne sont pas des guides spirituels. Hein. Il y a des chamans qui sont noirs. Voilà, il y a des chamans blancs, il y a des chamans noirs. On retrouve aussi cette distinction beaucoup dans le chamanisme mongol. Donc c'est pas forcément des gens qui vous veulent du bien, c'est pas forcément des gens qui veulent vous guérir. Ils sont parfois dans des enjeux de pouvoir, voilà. Alors après, est-ce qu'ils sont dans la haine de soi? Je pourrais pas dire, parce que ça finalement sont des approches ou des critères plus psychologiques, voire psychanalytiques. Donc je saurais pas. Voilà, mais c'est pour faire un petit peu. Je rebondissais sur cette question, ça m'a interpellée parce que Fabrice Midal nous a souvent raconté l'histoire du Dalai Lama, absolument ahuri quand on lui a expliqué, quand ses assistants lui expliquaient que le principal obstacle des Occidentaux à la bienveillance, c'est qu'ils ne s'aimaient pas eux-mêmes. Il en a pleuré parce que c'était inimaginable de penser voilà, qu'il y avait des êtres humains qui ne s'aimaient pas et qui même avaient la haine de soi. Mais bien sûr, on ne va pas faire de généralité. En plus, dans votre livre, vous êtes aussi très clair sur le fait qu'il n'y a pas un chamanisme, on ne peut pas dire les chamans, enfin voilà, tout ça demande beaucoup de subtilité, c'est pour ça que le livre aussi est fourni et détaillé. Là on survole, hein, mais c'est pour nous donner l'appétit, puis quand même quelques clés pour comprendre. Et quelque chose un passage de votre livre que j'aimerais lire aussi sur le féminisme, si vous permettez, Audrey, parce que c'est quelque chose, le livre commence quasiment comme ça et ça m'a beaucoup parlé. L'erreur des féministes est néanmoins d'avoir perdu en route ce qu'elles avaient de plus spirituel en elles, de rester bloquées dans cette révolte et de nier leur spécificité féminine au nom d'une égalité et d'une liberté matérielle. Donc là, vous y allez un peu fort, mais je trouve que c'est bien. Je pense que si vous l'avez écrit, vous l'assumez. Et je pense qu'effectivement, et c'est peut-être ce qui est en train de se produire là aussi avec encore une quatrième vague de féminisme, justement une reconquête de ce féminin, qui encore une fois n'est pas forcément lié à un sexe, hein, mais cette reconquête et d'une puissance proprement féminine. Tout à fait. Alors oui, j'ai écrit ça dans l'idée que je considérais que la plupart, hein, pas forcément toutes, hein, parce que là aussi on ne peut pas généraliser, puis il y a beaucoup de distinctions aujourd'hui qui se font à travers les jeunes générations, d'ailleurs avec lesquelles j'en parle et qui m'éblouissent d'ailleurs de voir dans quelle évolution elles sont. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, ces mouvements-là ont véritablement
véritablement tout, comment dire, miser sur les revendications que moi j'appelle horizontales. On a un peu oublié le vertical en fait. Hein. Donc bien évidemment, c'est absolument nécessaire. Hein. Il ne s'agit pas du tout de ne pas faire ce travail dans notre société, dans notre histoire. C'est vital. Et il y a encore des choses à faire, même dans nos sociétés occidentales, même en France. Voilà. Donc ce n'est pas du tout une critique du féminisme. Hein, bien évidemment, je suis une femme de mon époque et je revendique complètement cette position-là. En revanche, je trouvais que ça manquait finalement de cet aspect plus vertical. Qui me paraissait important, puisque, comme vous venez de le rappeler, c'était revenir à cette dimension intérieure dans laquelle on pouvait, finalement, il y a un trésor. Hein, c'est un petit peu ce que j'essaie de dire depuis tout à l'heure. C'est véritablement, alors ce trésor, c'est à chacun de le trouver. Hein, c'est pas à moi de dire ce que vous allez trouver. Moi, je partage mon expérience, mais chacun y va trouver, voilà. Et je pourrais même dire, parce que finalement, le chamanisme, ça m'a vraiment conduite vers ça. J'entends que je parle encore beaucoup de spiritualité dans le livre, mais aujourd'hui, j'aurais plutôt tendance à parler du vivant. Voilà. Elles se sont coupées du vivant en elles. Voilà. Comme ça, le vivant, c'est quelque chose de large. C'est cette énergie de vie qui peut ouvrir à beaucoup de choses. Voilà. Et c'est à cette possibilité-là, vous avez utilisé le terme de puissance. On parle dans le chamanisme de pouvoir. Récupérer son pouvoir. Alors, on parle pas de... C'est bien le pouvoir en termes de capacité à faire quelque chose, voilà, à créer quelque chose, et non pas le pouvoir sur quelque chose ou sur quelqu'un, bien évidemment. Là aussi, il faut réajuster ces notions dans ces traditions. Voilà. Et je trouve intéressant, justement, que vous ayez ce regard, et probablement que c'était des points de passage obligatoires, de travailler l'horizontal, qui était peut-être pas... Voilà, il y avait un vrai travail à faire, et je pense, tout comme vous, qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, les jeunes générations, mais du coup la revivification aussi des générations précédentes, on revient à une dimension verticale, on revient au lien avec le ciel, avec la terre, hein, qui est sous l'estrade, et on refait un lien qui nous redonne effectivement peut-être du pouvoir, de la puissance, du vivant, un rapport au vivant. Ouais. Tout à fait. Et je pourrais rajouter aussi que finalement, ce pouvoir, c'est le pouvoir de quoi ? Eh bien, c'est de pouvoir créer la vie que l'on souhaite, à travers la liberté, justement. La liberté, c'est quoi ? C'est cette possibilité de faire sans qu'on soit finalement pollué par toute la vie que d'autres veulent nous imposer, ou une éducation veut nous imposer, ou une société veut nous imposer. Pour revenir sur cette question de féminisme, parce que là, ça me paraît vraiment important. Bien évidemment que pour certaines femmes, l'idéal, ça va être avoir un métier aussi bien payé que les hommes, etc. Et ça, moi, je ne le juge pas, je trouve ça très bien, et c'est nécessaire, comme je disais tout à l'heure. Mais quand bien même des femmes auraient envie, par exemple, de rester au foyer, élever leurs enfants, elles ne seraient pas moins femmes, elles ne seraient pas moins modernes, elles ne seraient pas moins puissantes, elles ne seraient pas moins belles. Voilà, donc c'est aussi, quand j'écris ça, c'est aussi pour bousculer un petit peu ces catégorisations dans lesquelles on veut rentrer, parce que moi, ma génération... Alors, il y a une évolution, il y a un mouvement, et c'est important. Mais là aussi, ne nous laissons pas enfermer dans un mouvement qui est à la fois nécessaire politiquement, socialement, économiquement, mais ne nous coupons pas de cet aspect spirituel et psychologique, hein, puisque c'est vraiment là que le travail se fait et que se joue notre liberté et notre vie individuelle. Si on est bien dans notre vie individuelle, si on est à notre juste place, on va pouvoir rayonner, on va pouvoir créer quelque chose d'un peu nouveau, toujours à notre échelle, toujours en humilité. Et là, si plusieurs personnes le font, alors c'est la contagion, là, c'est peut-être un virus de liberté, un virus de l'amour qui pourrait se diffuser. Alors là, on est carrément pour. Virus de la liberté, virus de l'amour. Oh oui, c'est une belle pandémie qui s'annonce là. Pas trop. Voilà, bon, imaginons cette forme de pandémie-là. Voilà, je dis ça parce que c'est des mots qui sont très utilisés en ce moment, très connotés, mais n'ayons pas peur justement de récupérer ces mots pour leur donner une autre qualité. Absolument, hein, puisque leur vibration nous joue aussi sur nous, en fait. Hein. Peut-être que la liberté peut être virale, elle aussi. Allons-y. Oui, oui. Je vous remercie beaucoup, Audrey. Je pense que vous nous avez bien montré à plusieurs reprises et avec différents mots et différents endroits que cette enquête et cette quête que vous avez menée, en fait, aide vraiment, et la lecture du livre aide vraiment à se défaire effectivement des rôles qu'on veut nous faire jouer, des conformismes, vous venez d'en citer quelques-uns liés bien sûr à la femme, des apparences, vous avez parlé des apparences, et c'est vrai qu'on
on sent que ce que vous décrivez comme un retour à son être, à son antériorité, à cet endroit de paix et de sérénité, finalement, vous disiez faire le vide, c'est vraiment cet endroit où on va pouvoir accueillir autre chose que les apparences. Voilà, l'estrade, le bitume, les pavés, ou peu importe, ou les rôles sociaux. Hein, il y a vraiment toujours ce souci-là dans ce que vous écrivez, dans ce que vous avez enquêté. C'est vrai. Oui, j'avais à cœur de vraiment, voilà, s'il y avait une chose à retenir, c'est ça, cette possibilité de... Voilà, on a un corps, c'est un temple, c'est une possibilité de revenir à l'intérieur. Et c'est la possibilité d'un miracle, un miracle individuel sur mesure pour chacun. Wow, ça fait trop envie. Voilà, donc ne nous en privons pas, c'est gratuit. Bon, je plaisante un petit peu avec ça, mais bon, c'est vrai que ça me paraît vraiment important. Moi-même, j'en ai été coupée si longtemps et j'ai erré en cherchant le sens des choses à l'extérieur alors que c'était là. C'est un petit peu dommage de passer à côté de ça et c'est vrai que c'est pour ça que j'avais envie de porter ce témoignage en fait. Oui. Et l'écriture de ce livre vous a aidé justement à vous... C'est un travail que vous aviez entamé bien avant, j'imagine, oui. Hein, mais vous sentez que... Oui, mais alors le chamanisme a été un accélérateur ça, à travers les rituels et les cérémonies que je décris parce que c'est vraiment quelque chose qui vous confronte très rapidement à vos limites, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui vous met dans cette zone d'inconfort où finalement là, tout est possible, le meilleur comme le pire hein, d'ailleurs. Pour moi, ça a été le meilleur, mais bon, le meilleur, c'est toujours un processus. Hein. On n'évite pas le pire, hein. On transforme, on connecte, on se relie. Voilà, donc c'est très très puissant. C'est pas à faire à la légère. Voilà, c'est pas gratuit. Voilà, je crois que je le dis bien aussi dans le livre. Et c'est vrai que quand on m'a proposé d'écrire le deuxième livre, parce qu'on m'a proposé un deuxième livre, j'ai dit ah non, 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 non. Ou alors on m'a dit tu veux refaire des cérémonies, tout. J'ai dit ah non, 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 non. Parce que ça a été puissamment initiatique pour moi. Voilà, donc je dis ça parce que parfois on se jette un petit peu là-dedans avec beaucoup d'espoir, beaucoup de croyances aussi erronées, mais c'est plus quelque chose qui nous fait travailler en profondeur et c'est tout ce qui fait la force et la richesse de ces traditions et de ces femmes qui aujourd'hui, les occidentales, reviennent dans nos pays pour nous partager ça et nous donner ces outils parce que finalement ce sont des outils en fait oui, pour avancer. C'est bien, encore une fois, à travers ces interviews et à travers ces témoignages, vous faites le porte-parole de ces femmes chamanes qui disent bien que la guérison vient de soi aussi. C'est-à-dire qu'elles sont là pour créer les conditions, pour porter des messages, pour accompagner, mais ce n'est pas elles qui vont directement guérir la personne. Si la personne n'est pas prête à guérir ou n'a pas envie, voilà. Donc ça, c'est très clair aussi. Je crois que c'est bien de le préciser. Hein. Il n'y a pas, c'est très beau de parler de miracle individuel et non pas d'attendre que le miracle vienne de l'extérieur ou qu'il y ait un remède comme ça. Mais merci beaucoup. Je pense que ce serait bien qu'on garde un peu de temps pour les questions de la salle. Merci pour cette magnifique conclusion. Audrey, vraiment, merci beaucoup.